Salut Xavier, salut Loris. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bourse et Comote et on va parler d'un sujet qui est quand même structurant quand on investit en bourse et de façon plus générale dans notre vie de tous les jours. C'est la gestion du cash. La gestion du cash, c'est un sujet qui fait beaucoup débat. Certains estiment qu'il faut en avoir toujours pour profiter des opportunités, comme celles qu'on peut avoir actuellement ou pas. Et certains considèrent que non, il faut être toujours le plus investi parce que c'est la stratégie, enfin c'est comme ça qu'on gagne le plus d'argent à long terme. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur pas mal de questions qui traitent de la gestion du cash. Mais pour commencer, Xavier, cash is king ou cash is trash? Moi, je dirais cash is king pour les entreprises, au sein des entreprises, pour pas faire faillite, on va dire. Et puis, cash is trash pour l'investissement. Et ce cash is king, pour moi, c'est quelque chose voilà, qui marche. Ou si je devais dire quelque chose, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, je l'ai trouvé sur le net en cherchant un peu sur le sujet, c'est cash flow is king. Et finalement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, c'est ça la vraie punchline. Et toi, Loris? C'est intéressant ce que dit Xavier. J'y ai même pas pensé en voyant quand t'as envoyé le sujet, Abdallah. Effectivement, moi je pense si on est plutôt côté particulier, il y a rien de pire que le cash sur le long terme. Après le cash, c'est vraiment ce qui permet de mieux faire dormir, de tenir le temps long, de faire des projets de vie, de pouvoir faire un apport pour de l'immobilier. Donc il y a plein d'avantages d'avoir du cash, mais globalement sur le temps long, les actions c'est ce qu'il y a de mieux. L'immobilier, c'est très bien pour faire du levier pour ses projets de vie. Et ben le cash, malheureusement, ça protège pas de l'inflation. Donc globalement, je dirais que le cash en épargne de précaution, oui. Pour des projets de vie, oui. Par contre, clairement pour l'investissement, à fuir, quoi. Comme la peste pour moi. Non, ce qu'on a tendance à oublier, parce qu'on ne le voit pas matériellement, c'est que les devises perdent de l'argent. Je veux dire, l'euro, chaque jour, c'est comme une baignoire qui fuit. Moi, je suis hyper triste, et ça m'est arrivé il y a peu de temps, quand je retrouve 300 dollars dans un tiroir d'un voyage précédent, etc. Je me dis, mais ces 300 dollars, ils valent tellement moins qu'il y a 3 ans, tu vois. Donc, les gens ont tendance à penser que la valeur est maintenue, mais c'est une très mauvaise réserve de valeur, en tout cas le cash. Et toi, Abdallah, ton point de vue? Moi, je vais être provocateur, hein, mais c'est volontaire. Cash is trash, clairement. Cash flow is king. Pour le coup, c'est quelque chose qui revient souvent d'ailleurs chez les investisseurs immobiliers. Ils te disent souvent cash flow is king. Mais effectivement, cash is trash, pour moi, il n'y a pas. Enfin, à part pour des raisons de résilience, donc c'est bien d'en avoir. Mais en fait, j'entends souvent cash is king de la part des gens qui veulent timer le marché ou bien qui veulent profiter d'opportunités. Et pour moi, c'est une erreur. Le mieux est d'être le plus souvent investi le plus longtemps possible. Par contre, le cash flow, ça c'est intéressant. Le fait de, je pense, la majorité des gens qui nous écoutent, qu'ils aient un salaire ou une source de revenus, qui peuvent investir régulièrement, ça c'est intéressant parce que potentiellement, s'il y a des baisses, on peut en profiter. Mais garder du cash sur un compte boursier, sur un compte titre, sur un PEA, en attendant la prochaine crise, bon, c'est sûr que quand elle arrive, on est très content, mais c'est toujours difficile dans ce genre de situation parce que on peut pas calculer le coût d'opportunité. Tout ce qu'on a raté en ayant gardé du cash pendant potentiellement des mois, voire des années, où les marchés ont été haussiers. Et donc voilà, on en avait d'ailleurs parlé lors de l'épisode de Warren Buffett. Mais je pense, moi personnellement, de façon un peu provocatrice, que cash is trash, mais cash flow is king. Et tu vois, cet aspect de Warren Buffett, c'est marrant, c'est un truc qui m'a énervé, c'est pour ça que j'ai posté là-dessus récemment, c'est que maintenant tout le monde voit Warren Buffett comme la star qui avait 300 milliards de cash. Et ce qui est fou, c'est que, évidemment, ce coût d'opportunité, personne ne le voit, parce qu'il n'est pas chiffré. Donc, ce que j'ai fait, enfin, ce que j'ai demandé à ChatGPT de faire, évidemment, c'est que je lui ai dit, tu me prends la trésorerie de Berkshire Hathaway depuis, je sais pas, 2015, et la performance du S&P 500 depuis cette date. Et tu te rends compte qu'il y a quelques années, il avait déjà 60 milliards, puis 80 milliards, puis 100 milliards, et que depuis, le S&P 500 a fait plus de 100%. Et depuis, donc on est à moins 15 au moment où on tourne. Bon, peu importe ce que fait la bourse, mais disons qu'on est entre moins 10 et moins 20% par rapport à des plus hauts. Finalement, le coût de Warren Buffett, enfin le coût dans le sens, l'affaire de Warren Buffett, elle paraît pas si excellente quand tu prends en compte le coût d'opportunité et ce qu'aurait donné cet argent s'il était investi. Et le problème, c'est que ce cash, il est précieux au moment où tu as un crack.
tout le monde rêverait d'avoir ce crack parce qu'on est tous très frustrés de ce cash, parce qu'on est tous très frustrés de ne pas avoir, pas avoir ça pour en profiter. Mais si on se dit, si on prend un peu de recul et si on se dit oui, mais combien j'aurais perdu, là, l'histoire est complètement différente. Et je reviens sur ce que je disais avant de vous laisser la parole sur Cash is King. J'ai fait quelques recherches pour voir d'où venait cette phrase, et finalement, ce n'est pas une phrase d'investisseur. C'est vraiment, globalement, une phrase d'entrepreneur qui dit pour passer des mauvaises périodes, quand j'ai du besoin en fonds de roulement, etc., avoir du cash, ça me permet de faire des bons coups, de m'étendre, etc. Mais pour moi, ce que tu as bien dit, Abdallah, c'est que cash en portefeuille est équivalent à timer le marché. Qu'on le veuille ou non, même si on se ment, etc., ça veut dire qu'on pense savoir quand seront les plus hauts et les plus bas du marché. Je sais pas, Loris, si tu es d'accord. Ouais, en fait, c'est un petit peu compliqué, notamment pour Warren Buffett, parce que bon, avec son business d'assurance, il reçoit plein de cash, et en plus donc cash flow. Excuse-moi, donc cash flow is king. Oui, non mais j'allais venir, et merci Abdallah, mais en fait, bon, là aussi compliqué pour Warren Buffett, c'est que c'est un investisseur plutôt value qui achète des entreprises pas chères. Ça fait des années qu'on est sur des marchés relativement chers. On prend Apple. Apple, ça se valorisait entre 13 et 15 fois il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt 30-35 fois. Donc, l'expansion des multiples a été doublée. Et on va dire Warren Buffett, je pense que clairement, il prépare sa succession. Il n'y a pas de... je ne révèle pas de secret en disant ça. Mais en plus de ça, on va dire que le cash aujourd'hui, le cash qu'il a lui, en fait, c'est des T-bills. Donc, c'est des obligations américaines qui sont relativement... bien, donc on a 3-4%, hein, ça dépend sur quel horizon on investit, si c'est 3-6 mois ou plus. Mais globalement, ce qui était terrible, moi, c'était il y a quelques temps, lorsque les obligations étaient négatives. Là, il fallait clairement être investi sur le marché action. Aujourd'hui, le marché obligataire redevient relativement attractif pour ceux qui ne veulent pas s'exposer à 100% sur des actions ou sur de l'immobilier. Mais je suis d'accord avec toi, concrètement, on va dire que Warren Buffett ne tente pas de timer le marché, en tout cas c'est ce qu'il dit, mais dans les faits actuellement, c'est pas ses meilleures années, mais c'est tellement dur d'investir, enfin c'est un paquebot aujourd'hui Berkshire, et je pense que voilà, depuis que Charlie Munger est décédé, je pense que même lui dans sa tête... En fait, c'est pas du tout une critique de Buffett parce que tu as 100% raison. Lui dit les T-bills on est revenu sur des taux intéressants. Il voit qu'en termes de multiples, finalement, dans la prochaine décennie, les prévisions sont plutôt autour de 3 à 4% de performance par an. Donc il se dit autant prendre le truc sans risque. Bon, c'est pas du tout Warren Buffett que j'aurais tendance à critiquer. C'est tous ceux qui disent, et je l'ai lu texto, ouais, il l'avait vu venir, il est trop fort. Il attendait patiemment. Je pense qu'il attend rien patiemment. C'est ce que tu dis, Loris, c'est que c'est trop cher pour lui. Donc, il ne trouve pas de société à racheter. Donc, Buffett, il fait ce qu'il fait et c'est très bien. Mais les gens sont fascinés par les gens qui font de l'argent dans les cracks. C'est ça, en fait. Il y a quelque chose de fascinant d'avoir gardé ton cash pour acheter à moins 30%. Les gens adorent l'histoire et ça les fait bien plus rêver que quelqu'un qui a gagné 200% en 10 ans. Ils préfèrent la personne qui a gagné 40% sur un crack, même si ça fait 10 ans qu'il gagne quasiment rien sur son cash. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est vraiment une question de storytelling de toute façon. Exactement. Moi, in fine, j'ai l'impression que l'humain, et là on sort un peu de la partie investissement, ce qu'il retient, c'est les histoires. Et donc dans un crack, il y a la belle histoire. C'est l'histoire de The Big Short de Michael Burry, qui au final n'a pas fait grand-chose à part le coup du siècle lors de la crise de 2008. Mais aujourd'hui, tout le monde, chaque trimestre, on va regarder ce qu'il a fait. Pourtant, bon, c'est un bon investisseur, je dis pas, mais bon, sa renommée la doit à vraiment ce crack. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Effectivement, mais imaginez-vous, vous êtes réalisateur, scénariste pour Netflix. Entre faire un film ou une série sur l'investissement de Warren Buffett depuis les années 1960, clairement, vous allez prendre Michael Burry. Je veux dire, voir pendant 70 ans Warren Buffett, lire son journal tous les matins, investir dans des soupes de tomates, de l'aéronautique ou des téléphones portables, ça fait pas rêver. Et donc aujourd'hui, on est sur un monde de storytelling et même sur les réseaux. Moi, je sais, quand je fais un post sur Warren Buffett, ça marche très très bien. Et d'ailleurs, même, on le voit, quand on parle de William Higgins, on dit Warren Buffett français, etc. Donc, ça fait vendre le côté on va prévoir le crack. Celui-ci va prévoir le crack. C'est vraiment le meilleur gérant, meilleur investisseur. Mais honnêtement, personne n'en sait rien.
Et c'est surtout les personnes qui en savent rien qui font les meilleures performances. C'est ça la réalité en fait. Moi, il y a quelque chose qui me fascine sur ceux qui gardent du cash en portefeuille parce que je me dis, je vois deux solutions. Si je devais, allez, admettons, je me force, je mets dans mon portefeuille boursier, j'ai 20% en cash. Je me dis, soit j'ai un plan. Donc le plan, ce serait par exemple, je veux acheter le marché en dessous de tel niveau ou alors, je sais pas, le Hermès, j'aimerais l'acheter en dessous de tel prix, etc. Donc tu as un plan, tu veux acheter en dessous d'un certain niveau. Le problème, c'est que ce plan-là, si tu te mets à avoir une crise financière ou une pandémie ou des droits de douane, bah, ton plan, il y a des trucs qui ne marchent plus en fait. Si tu as une pandémie, il y a des trucs que tu ne veux plus acheter, mais que tu achèterais en crise financière et inversement. Donc je me dis, bah non, il ne faut pas forcément que j'ai de plan avec des chiffres précis, parce que je ne sais pas quelle sera la prochaine crise. Ok, donc je n'ai pas de plan. Et si tu n'as pas de plan et que tu as une crise comme les droits de douane ou peu importe qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que tu as ces 20% et il faut que tu te creuses la tête en pleine crise pour essayer de deviner le point bas, ce qui va se passer, etc. Moi, j'arrive pas en fait. J'arriverai pas. Émotionnellement, le plan, on le voit, ça marche pas parce que tu sais pas ce qui va te tomber dessus. Et se dire, bah, je vais trouver, il faut que je sois dispo, il ne faut pas que je sois en vacances, il faut que je suive exactement ce qui se passe, il ne faut pas que je rate le tweet de Trump ou le machin. Et là, je vais trouver le bon actif à acheter au bon moment. Bah moi, ça me paraît compliqué. Enfin, même plus que compliqué, j'arriverai pas à vivre avec ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec tes 20% en cash, tu te ronges les ongles pendant 5, 6, 7 ans de marché haussier et t'attends que ça. Tu te mets à espérer que le marché crache, ce qui pour moi est l'inverse d'un mindset d'investisseur et encore pire, d'un mindset d'entrepreneur. Tu te mets à avoir une partie de ton cerveau qui est permabère et qui espère que la baisse. Et ça, je crois que j'arriverai pas à vivre avec ça. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais au tout début, Xavier, sur Cash is King, c'est une phrase d'entrepreneur. Nous, c'est aussi notre cas à nous. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que c'est la même chose pour vous. Moi, quand j'analyse une boîte, j'aime voir une boîte qui a du cash. Ça m'intéresse. Par contre, moi, personnellement, j'aime déployer tout le cash que j'ai à disposition pour mes investissements boursiers. Et donc, effectivement, je pense que ça a été vraiment... ça a été détourné, en fait, la phrase de Cash is King. Et aussi, quand on a du cash, moi, j'en ai eu un moment. À un moment, j'avais pas mal de cash. Et vraiment, je le vivais trop mal. Je le vivais mal parce que j'attendais que la baisse. Et ça, franchement, c'est dur parce que le pire, c'est que le jour où tu vis vraiment un crack, bah, tu sais même plus s'il faut investir ou non, ou est-ce qu'il faut continuer à attendre. Tu as tellement attendu que tu te dis, bah, si je rentre, j'ai envie de rentrer en bon moment. Et ça, je trouve que c'est vraiment dangereux. Et je préfère vraiment le mindset, celui que tu évoques très souvent d'ailleurs dans tes vidéos, Xavier, et qu'on partage au sein de Bourseco, qui est d'être optimiste. Si on est investisseur, c'est qu'on pense que l'avenir sera meilleur qu'aujourd'hui, en tous les cas économiquement parlant. Et donc, il n'y a pas de raison d'attendre le crack. En parlant là, c'est vrai que je me mets à la place d'un investisseur qui aurait beaucoup de cash. Je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant, quoi. Même au quotidien, psychologiquement, la seule chose que t'attends, c'est une pandémie ou une guerre. C'est ça en fait. Hein. C'est-à-dire que t'as du cash, le Covid arrive, il y a tout le monde qui s'inquiète pour le risque sanitaire, etc. Toi, ton premier réflexe de te dire, c'est ok, j'ai du cash, j'ai bien fait d'en avoir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Au final, effectivement, t'en sais trop rien. Et généralement, vu que t'es quelqu'un d'assez pessimiste et pas optimiste, bah, tu vas te dire je vais encore attendre plus bas. Donc par exemple, quand le Covid est arrivé, on entendait souvent certains dire je vais attendre peut-être 40-50% comme pendant 2008 ou les années 2000. Bon, mais c'est pas arrivé, donc tu vois, c'est toujours très compliqué. Et en tant que entrepreneur, optimiste d'un point de vue croissance des bénéfices, économie, mondialisation, etc. Ouais, c'est vrai que en discutant avec vous, je me vois pas du tout réfléchir comme ça. Alors bien évidemment, il y a une différence entre avoir 5-10% de cash, ça me choque pas plus que ça, 5-10%, et avoir 70% en espérant le S&P 500 à 2500, quoi. Super intéressant, et du coup ça fait une super transition, parce que bon, là on parle de gestion du cash, donc là ce qu'on évoquait c'est vraiment ceux qui gardent du cash, et une part importante, parce que voilà, ils attendent un marché baissier ou une grosse baisse. Maintenant, là fin 2024, on était sur des niveaux de survalorisation. Et là, j'imagine, Xavier, Loris, etc., vous avez du cash qui rentre régulièrement, que vous mettez sur vos comptes titres. Comment vous réagissez du coup? Est-ce que vous êtes obligé d'investir? Est-ce que vous investissez du coup sur un ETF S&P 500 quand vous n'avez pas d'action que vous trouvez correctement valorisée? Est-ce que vous le placez en obligation? Qu'est-ce que vous en faites de ce cash quand vous ne savez pas où investir? Moi, j'investis le jour même, maxi le lendemain.
Et pour te dire, non, j'investis pas. Alors, le cash flow qui rentre, il rentre beaucoup plus sur ma boîte que perso. Et sur ma boîte, pour des raisons fiscales, j'évite les ETF au maximum. Donc, parce que les ETF, on est censé être imposés sur les plus-values, même sans revente, enfin sur les plus-values latentes. Et enfin bon, c'est un peu compliqué comme système. Et donc, je me force, déjà par principe, je me force à acheter. Mais c'est même pas par principe, c'est que j'ai envie en fait. C'est que souvent, j'ai des boîtes que j'ai en portefeuille et que je vais renforcer. Mais 90% de mes investissements, c'est des renforts de boîtes existantes. Mais j'entends, mais du coup, il y a des moments où les valorisations sont pas attractives du tout. Ouais, mais sur un portefeuille, oui, je suis d'accord. Mais tu vois, le truc, c'est que on est dans des marchés qui étaient à des PER de 22, 23, etc. C'est élevé, mais ça peut rester élevé très longtemps. La croissance fait que tu peux rester dans ces niveaux-là extrêmement longtemps. Donc, non, jamais d'investissement en obligations temporairement. Les ETF, c'est ce que je ferais. Si en perso, c'est ce que je fais quand je ne sais pas, évidemment, c'est en ETF. Et puis sinon, je renforce les boîtes de mon portefeuille que je trouve les plus abordables. Mais bon, ça rentre et c'est investi. Je sais pas, Loris, comment tu fais? En fait, moi, je suis un peu comme Xavier. Je pense que 90% du temps, globalement, je trouve toujours des opportunités, des boîtes à renforcer, des boîtes que j'avais en watchlist et que je veux acheter. C'était un peu moins le cas ces derniers mois, donc c'est pour ça que je dis 90% du temps, parce que je trouvais plus grand chose. Et donc ma poche de cash, elle est passée de 2-3% à 15 jusqu'à encore quelques jours. Là, je suis retombé à 8-9. Mais moi, globalement, je me fixe, c'est ma règle à moi, hein, chacun met sa règle comme il veut, c'est 10% maximum. Et déjà 10%, je trouve ça que c'est assez conséquent, c'est-à-dire que si le marché fait 20%, vous allez faire 10% en moins, quoi. Donc voilà, là par exemple c'est intéressant, mais avec la hausse qu'il y a eu dernièrement, le fait que j'ai un peu de cash m'a permis de me protéger un petit peu à la baisse, mais quand c'est remonté notamment sur le Nasdaq a fait 12% hier au moment où on tourne cette vidéo, moi j'ai fait que 10%, donc ça fait quand même un écart de 2% sur la reprise, donc j'étais pas content d'avoir du cash à ce moment-là. Donc au final moi c'était plus par manque d'opportunité. Je dirais, allez, limite comme Warren Buffett, mais j'ai pas du tout envie de me comparer à sa situation parce que lui, c'est une entreprise et il a 300 milliards. Moi, c'est plutôt quelques milliers d'euros. Donc voilà, donc moi, je suis plutôt d'avis de Xavier. Mais dernièrement, vraiment, je trouvais le marché survalorisé. Donc voilà ce que j'ai fait. Je sais pas, toi, Abdallah, du coup, niveau cash, qu'est-ce que t'as fait Je suis comme vous, globalement, je suis une personne optimiste, donc dès que j'ai du cash, j'ai envie de l'investir en bourse, de base. Et effectivement, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, cash is trash, donc j'essaie d'en garder le moins possible. Mais effectivement, il y a des périodes où vraiment, je ne trouve pas d'opportunité. Et dans ces cas-là, je préfère me dire, en moyenne, en plus, on a une correction entre 5 et 10% par an, minimum. Et après, enfin, ça, c'est les statistiques. Et donc, je préfère me dire, je mets un peu d'argent de côté si je trouve rien du tout. Comme ça, le jour où il y aura une petite correction, là, à la limite, je pourrais rentrer. Et buy the dip, comme on dit. Maintenant, effectivement, même pour moi, 10%, ça me paraît même beaucoup. Et donc, moi, c'est plutôt, quand je garde du cash, 5-6%. Donc, au final, je reste globalement très investi. Et de toute façon, le jour où j'ai l'occasion, ça descend très vite à zéro. Donc voilà, globalement, c'est pour ça que j'aimerais poursuivre le débat avec toi, Xavier. C'est parce que tu te dis jamais à un moment, bon, je garde un peu de cash. En plus, j'imagine, peut-être que je me trompe, que tes apports mensuels que tu investis en bourse sont minimes aujourd'hui par rapport à la taille de ton portefeuille. Oui, mais donc, tu sais, je réfléchis, oui, tu as raison, je réfléchis au moment où je te parle et je pense que j'ai été très mal habitué, comme beaucoup, hein, j'ai été très mal habitué au marché des presque 20 dernières années maintenant. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup plus mal à voir des titres s'envoler et il y a vraiment pendant longtemps, j'ai attendu. Tu vois, avant, on disait vraiment les crises tous les 10 ans. Et crise majeure. Et finalement, depuis 2008, en 2018, de mémoire, tu as eu un stress en cours fin d'année, je crois. Et puis après, bien sûr, il y a eu le Covid. Mais tu vois, c'est très rapide, en fait. Le Covid, ça a été tellement rapide. Même là, la crise actuelle des droits de douane,
tu vois à quel point il faut avoir j'allais dire la main sur la gâchette, le doigt sur la gâchette, mais en fait, il faut presque avoir déjà tes ordres en portefeuille. C'est ça le truc. C'est des ordres good till cancel, là, et tu mets, tu vas acheter ton titre à 20% en dessous et tu le mets et puis t'attends. Mais moi, ce qui me frustre avec ça, c'est parce que ça m'est déjà arrivé de le faire. De dire sur cette valeur-là, et puis tu as ton ordre. Moi, ça me gêne d'avoir des ordres en cours, tu vois. Et après, à un moment, tu vas acheter un truc, puis tu te dis, ah bah oui, parce que c'est des comptes marge en plus, donc je peux dépasser la marge, tu vois, donc je pourrais passer d'autres ordres. Il faut que j'aille voir. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai toujours ce machin là qui est. Parce que je l'ai mis, par exemple, 15% en dessous du cours actuel, mais ça a fait plus 10% depuis. Donc mon ordre, il est mais à des années-lumière. Je sais très bien qu'il ne sera pas exécuté, sauf crack. Et en cas de crack, j'ai pas forcément envie d'avoir des ordres d'achat qui se baladent. Et finalement, offrir une opportunité à quelqu'un, tu vois, un gap baissier de moins 5%, et moi je suis un peu le couillon qui a laissé un ordre traîner et quelqu'un va en profiter pour vendre à un bon prix. Donc, en fait, c'est plutôt une routine. Je ne pourrais même pas justifier, dire que c'est bien. C'est très bien d'avoir, comme dit Laurie, jusqu'à 10% de cash ou allez, 10% c'est peut-être un peu élevé à long terme, mais jusqu'à 5% de cash, ça me paraît de la gestion tout à fait normal. Et de toute façon, si tu réinvestis pas tout de suite tes dividendes, je pense que tu as globalement plus ou moins 2% de dividendes, enfin allez, on va dire 1,5, peut-être 1,5-2% de dividendes par an sur toutes tes positions. Donc, tu as toujours un petit peu de cash qui se balade, mais je sais pas, ça me rend pas à l'aise. Mais je pense que je suis mal habitué parce que j'ai été trop habitué à des valorisations élevées. C'est ça la réalité aussi. C'est que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec un PER de 30 qui a 10 ans. Ouais, clairement, un PER de 30, j'y serais beaucoup moins allé qu'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est super intéressant ce que tu dis et ça montre qu'il y a aussi un sujet psychologique. Parce qu'effectivement, depuis 2009, les marchés sont extrêmement haussiers. Et puis surtout, il y avait autre chose. Les obligations, le sans risque ne rapportait rien. Aujourd'hui, à 4%, surtout en 2024, entre 3 et 4%, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y avait peut-être, c'était plus intéressant de placer son cash à 3-4% qu'à des PER sur Apple à 40 par exemple? Oui, sûrement. Mais tu vois, la situation actuelle, même si je pense qu'on est dans une économie déflationniste à long terme du fait de la démographie, etc., je pense qu'à court terme, on a quand même des risques inflationnistes qui ne sont pas négligeables. Et le passé nous a montré que sur les obligations, tu peux te prendre du moins 20, moins 30%, si tu prends du un peu trop long terme, avec des durations un peu trop élevées. Donc, moi, c'est vrai que j'ai été vacciné des obligations, donc sûrement à tort. Hein. Je pense que tu peux avoir des beaux portefeuilles bien diversifiés, mais je crois que là, c'est vraiment une tranquillité d'esprit. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit le truc le plus rationnel, sachant que je me base toujours sur la bourse monte à long terme, il ne faut pas faire de market timing, etc. Donc, ça me simplifie l'esprit, je crois, de me dire que je suis tout le temps full investi. Parce que ça demande quand même du travail, tu vois. Il faut se dire, je veux acheter telle valeur à tel prix. Moi, je prends mon portefeuille, je me dis, ah tiens, celle-là, elle est quand même... Très franchement, un truc que je fais énormément, hein, c'est que j'ai ma liste de valeurs. Je trie par 5 derniers jours, depuis le début de l'année, etc. Je regarde celles qui ont le plus baissé. Je sais ce qui se passe en général. Bah tiens, celle-ci, plus personne ne l'aime. Bon, bah, j'en remets une couche. Ou au contraire, bah, celle-ci, elle est un peu trop élevée. J'ai pas envie d'en rajouter à l'heure actuelle. Mais voilà, ça se résume à ça. C'est un peu... en contradiction avec tout ce qui est le momentum, ce que tu fais. Complètement. C'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit à moyen terme, c'est pas le plus efficace. Mais le momentum, attention, c'est une stratégie qui est très active. Hein. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Marche, mais qui marche à court terme. C'est-à-dire que tu as, par exemple, un bon exemple, c'est les Tesla, les Nvidia, etc. Le momentum marche très bien. Donc, parce que c'est qu'une histoire de mode, hein. Quand Tesla est à la mode, bah, c'est sûr que c'est une des plus fortes hausses des 3 derniers mois, tu peux faire beaucoup d'argent sur les 6 prochains. Mais moi, je veux pas être et même chose sur Nvidia, mais je veux pas être en permanence en train de me dire, tiens, est-ce que ce serait pas, tu prends Novo par exemple, Novo Nordisk, qui est une belle boîte, qui n'est plus aimée des investisseurs. On va le résumer comme ça. Elle a été très aimée à une période, elle l'est plus du tout. La boîte a changé, quelques mauvaises nouvelles sur les médicaments, mais rien qui mérite une telle sanction. Et si j'étais Momentum, j'aurais dû en acheter plus quand ça montait et revendre. Tu vois, mais c'est pas mon truc en fait. Donc, effectivement, c'est pas ce qui maximise mon profit à court et moyen terme. Mais l'investissement, c'est ça aussi. Quand tu crois dans une boîte à long terme, bah, c'est pas grave si elle se prend moins 10% de plus. Si tu fais pas de market timing sur le marché, tu le fais pas non plus sur les titres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que la plupart des gens, mais c'est pour ça que je serais curieux en commentaire combien ils ont en cash déjà. Mais c'est surtout,
Je pense que si tu dis à quelqu'un le fait de ne pas avoir de cash, c'est là où je me sens le moins frustré, ça me semble logique, mais vraiment le plus confortable. Je pense que la plupart des gens, c'est l'inverse. C'est plus ils ont de cash, plus ils arrivent à dormir sur leurs deux oreilles. Et donc c'est intéressant ce que tu dis, Xavier. Je pense que c'est pas la majorité des investisseurs, au contraire. Je pense que les gens adorent. Hors cash de précaution, c'est ça aussi le truc, tu vois. C'est ça qu'il faut rappeler, c'est que hors cash de précaution, donc moi j'ai toujours, je sais pas, peut-être 70 000 balles, tu vois ce que je veux dire, sur tous mes livrets, etc., qui sont donc même ça, c'est un niveau d'épargne de précaution qui est très élevé, beaucoup plus que la moyenne, mais aussi j'ai une activité qui est très saisonnière au niveau de l'immobilier, etc. Bon, c'est tout un ensemble. Donc ce qui est investi, pour moi, c'est investi. C'est ça le truc dans ma tête. Soit c'est du cash pour bien dormir, comme tu dis, soit c'est un truc qui doit travailler pour les 20 prochaines années. Et je mélange pas les deux, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment l'épargne de précaution. Moi, c'est sous le matelas, mais il y a des gens qui aiment avoir aussi de l'épargne vraiment, enfin, du cash, même dans le lit, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens, enfin, c'est pour ça que je suis que en commentaire, vous allez nous dire, mais je pense qu'il y a des gens qui apprécient le cash. Et là, dans la période actuelle, je pense qu'ils sont relativement contents, mais bon, sur le long terme, je pense que c'est pas du tout la bonne stratégie à adapter. Mais c'est toujours intéressant de voir le niveau, on va dire, de confort de l'investisseur. C'est aussi un point important. Ayez du cash, ça vous permet d'être plus long terme sur vos investissements. Je vois trop de personnes, malheureusement, des fois investir en permanence, mais en fait, c'est pas du tout leur stratégie. C'est-à-dire que ils ont une stratégie qui leur correspond pas. Et c'est ça le plus important, je pense, c'est si vous êtes à l'aise avec 5% de cash, gardez 5% de cash. Si ça marche pour vous, si vous êtes à l'aise, même si c'est pas la meilleure performance possible, ayez 5% de cash si ça vous permet d'investir le plus longtemps possible. C'est ça le plus important, je pense, c'est prenez une stratégie pour rester le plus longtemps possible. Et si vous êtes à l'aise avec 5 ou 10, peu importe, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, Loris, mais l'important c'est aussi de savoir que si on veut garder 10, 15, 20%, peu importe le niveau de cash qu'on veut garder, il faut savoir que voilà, globalement, ça a un impact sur les performances. Parce que, comme on l'a déjà dit, le coût d'opportunité, ce qui est vraiment traître avec le coût d'opportunité, c'est qu'on ne le voit pas. Et donc voilà, donc, si vous voulez garder 10, 15, 20, 30% de cash, ok, mais il faut savoir que voilà, ça aura un impact. Mais le plus important, comme tu l'as dit, c'est de durer, c'est vraiment de pouvoir tenir sur le long terme. Et Abdallah, un point important quand même, parce que tout le monde à l'heure actuelle est obsédé par les frais. D'accord, notamment, non mais c'est vrai, les ETF, il faut que ce soit le minimum, le courtier, il faut que ce soit gratuit, une assurance vie, oh là là, c'est 0,5% par an, c'est énorme, etc. Mais comme le disait Loris tout à l'heure, si tu as 10% de cash, ça te coûte 10% de performance. Donc si tu prends que les marchés boursiers, hors inflation, mais il ne faudrait même pas prendre hors inflation, mais le marché américain a fait du 8-9% par an, etc., ça veut dire que si tu as 10% en cash, tu perds 0,8-0,9% par an. C'est énorme, tu vois. Quand tu vois qu'on stresse sur des petits frais d'ETF, de machin, etc., des ETF qui sont à 0,05% ou 0,07% ou ton courtier, etc., le coût, il est énorme, en fait. Je pense que les gens ne font pas le calcul, ils ne se rendent pas compte que ce cash-là, il se déprécie à une vitesse importante. Mais c'est excellent, en fait, le point que tu viens de citer, Xavier. C'est ce que je disais par rapport au fait que c'est un coût caché. Et c'est toujours un biais, en fait. J'ai oublié le nom du biais exact, mais en fait, quand on paye quelque chose, on le ressent tout de suite, mais on ne ressent pas, en fait, ce qu'on ne paye pas, mais pourtant qu'on perd aussi. Et c'est exactement la même chose. Il y a un fort biais psychologique. On n'a pas l'impression de perdre de l'argent en gardant du cash. Pourtant, c'est le cas. Toutes les études le démontrent et tu viens de l'évoquer. Pourtant, effectivement, on fait attention à acheter avec un ordre de 50 centimes et pas de 1 euro. Ce qui, au final, est complètement peanut à long terme. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Et en fait, moi, ce que je voulais rajouter, c'est sur la partie aussi... je pense qu'il y a aussi une question personnelle par rapport à la gestion du cash. Moi, personnellement, je sais que toi, Xavier, t'es pareil, on en avait déjà discuté dans le club. J'ai plus de mal à laisser passer une hausse qu'à encaisser une baisse. Une baisse, moi, elle me fait rien du tout. Enfin, si je connais bien la valeur, enfin, j'investis comme j'ai l'habitude d'investir. Par contre, me dire, ah, j'ai attendu un peu, mais la valeur est repartie sur moi, ça, je le vivrais, mais extrêmement mal. Vraiment très très mal. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je préfère ne pas avoir de cash car je préfère vraiment ne pas me dire que je rate une hausse. Mais je sais que d'autres personnes sont
n'ont pas de mal à se dire bon bah elle est partie sans moi, c'est pas grave, mais par contre si ça baisse, ils disent ah bah tant mieux, j'ai raté la baisse. Regarde le comportement des gens. Au moment où on tourne, on a 10% de baisse, je pense, par rapport au plus haut sur le marché américain. Regarde le niveau de panique à 15% de baisse et regarde la faible panique des gens quand la bourse prend 30%. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, le coût d'opportunité, concrètement, c'est 30%. Quelqu'un qui n'était pas en bourse des belles années, qu'est-ce qu'on est, des 2020, 2021, etc. Quelqu'un qui n'était pas en bourse, il devrait être fou de se dire qu'il a raté 30%. Mais non, c'est bien plus dur de perdre 15 que le coût d'opportunité de 30. C'est l'esprit, voilà. c'est les biais connus. Mais c'est vrai que c'est assez dingue. Je sais pas, Loris, ce que tu en penses. Ouais, bah, c'est un peu ce truc de pas monter dans le train, quoi. Si tu vois pas le train passer, c'est pas grave. Oui, si t'es pas à la gare, il y a pas trop de soucis, quoi. Mais par contre, si t'es à la gare, tu vois le train passer, en plus c'est un train première classe, tu te dis ah mince, quoi. Donc ouais, c'est toujours intéressant de regarder les biais. Il y en a beaucoup et même nous on en a, etc. Mais ouais, je suis toujours assez surpris. Enfin, c'est quotidien, quoi, des questions sur effectivement 1 euro ou 50 centimes, le meilleur MSCI World à 0,01% près. Alors honnêtement, il y a d'autres. Enfin, on va dire que l'énergie peut être utilisée ailleurs, quoi. En tant qu'investisseur, je pense que c'est pas ce qu'il y a de prioritaire. Et effectivement, je pense que le cash est un sujet peu évoqué quand même. J'ai l'impression de la part des investisseurs ou même sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est une vidéo intéressante en tout cas. Je pense à évoquer parce qu'on est tous différents. Et effectivement, le coût d'opportunité est énorme quand on a 10%. Moi, c'est pour ça. Moi, j'étais frustré un peu en 2024 parce que je fais à peu près 5% de moins bien que le S&P 500. Donc le S&P 500, je crois qu'il fait 24. Je suis à 18-19 à peu près, si je dis pas de bêtises. J'étais frustré parce que je pouvais rien acheter. Et en partie, ce cash m'a coûté, on va dire, quelques pourcents. Et donc, moi, je pense que le cash, c'est vraiment à fuir. Par contre, je me voyais tellement pas acheter ces dossiers-là à ces niveaux de valo. Bah, c'est ce qui me permettait de dormir. Donc, c'est ça la réalité aussi. Il y a le coût d'opportunité, mais je me sentais pas d'y aller. Et aujourd'hui, ouais, je suis bien plus à l'aise d'acheter du Alphabet sur ces niveaux-là qu'à 220 il y a quelques mois, quoi. Est-ce que c'est grave de ne pas avoir de cash? Supposons on passe tout un marché baissier qui dure 1 an et on n'a pas de cash du coup à investir. Est-ce que c'est grave? Parce que finalement c'est ça la principale objection que vont avoir les personnes qui ont du cash, qui vont te dire voilà, quand il y a une baisse, bah, vous pouvez pas profiter des opportunités. Concrètement, est-ce que c'est grave, Xavier? Je pense que globalement, la majeure partie des gens, je dis pas tout le monde, mais sur 1 an, arrivent quand même à épargner. À moins que tu sois dans une période de ta vie, et ça arrive plein de fois, je veux dire, notamment quand tu es jeune, quelqu'un qui vient d'acheter dans l'immobilier, qui s'est mis un crédit sur le dos, qui était ric-rac par rapport à son salaire, bah, peut-être que pendant 2-3 ans, ou qui fait des travaux ou autre, il va rien pouvoir mettre de côté. Il y a plein de faits de vie qui font que par moment, tu n'as pas beaucoup de cash. Mais dans l'ensemble, le cash arrive régulièrement et notamment quand tu es jeune, le cash que tu mets chaque mois, il n'est pas négligeable par rapport à ton portefeuille, en tout cas sur 1 an. Donc, pour moi, c'est pas spécialement gênant. La question que je me poserais, c'est finalement plus que le cash, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre actif, l'or, les obligations, etc., qui est quand même croissant à long terme, qui te protège quand même contre l'inflation, parce que l'or est censé te protéger contre l'inflation, et c'est les fameuses valeurs refuges, hein, et qui te permettraient voilà, tu sors de cette poche-là pour en mettre ailleurs, mais sans te prendre l'inflation malgré tout. Et ça, je comprendrais. Mais non, le fait pour moi, en tout cas, de ne pas avoir de cash et de rester bloqué sur un marché baissier, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Moi, je dirais qu'en termes de performance, oui, c'est grave. Ok, vous allez perdre de l'argent. Mais factuellement, c'est pas grave. En fait, j'ai envie de dire un peu les deux. On va dire que d'un point de vue pratique, oui, vous allez peut-être perdre des dizaines de milliers d'euros. D'un point de vue théorique, c'est là où vous allez gagner le plus d'argent. Et là où ça me dérange un peu, effectivement, c'est pour les gens qui n'ont pas de cash flow. C'est-à-dire une personne, elle a reçu un héritage de 200 000 euros, c'est son premier jour en bourse, elle met tout en bourse, et là il y a un crack qui arrive. Là effectivement, s'il n'y a pas de cash flow en plus,
ça peut être compliqué psychologiquement. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'il faut investir tout dès maintenant ou est-ce qu'il faut faire un DCA? Pour quelqu'un, moi je le dis, hein, pour quelqu'un qui a jamais investi sur les marchés, je recommande plutôt un DCA. Concrètement, lorsqu'on a reçu un héritage, une succession, et on met tout son argent et que le lendemain, on perd, je sais pas, 100 000 euros, 50 000 euros, je pense que c'est très difficile et je dirais que c'est grave parce que la personne, elle va pas revenir sur les marchés. Ou en tout cas, elle va limite sortir du marché. Donc, je pense que ça dépend des profils. Mais je dirais surtout, ceux qui n'ont pas de cash flow, ouais, ça peut être un petit peu dérangeant quand même de pas avoir de cash, parce qu'effectivement, sur un marché baissier, si le marché baissier dure 12 mois, 18 mois, 24 mois, là, vous allez pouvoir remettre au pot, vous allez pouvoir utiliser votre salaire ou vos revenus pour investir sur des prix attractifs. Par contre, si vous n'avez pas de cash flow, ouais, moi, ça m'embêterait un peu. Je sais pas ce que toi, Abdallah, tu penses de cette question. Est-ce que c'est grave ou pas? Enfin, je trouve que enfin, ça fait partie de la vie des marchés, donc qui ait une baisse et qu'on puisse pas en profiter, c'est pas grave. C'est frustrant. Mais surtout, c'est frustrant, mais c'est pas frustrant. grave. Exactement, c'est pas grave. Enfin, normalement, on est censé investir de l'argent dont on n'a pas besoin à court et moyen terme. Et puis surtout, en fait, on perd plus d'argent à garder du cash pour ces occasions, mais ça, on l'a déjà dit. Et donc pour moi, enfin, ça fait partie du jeu. Les baisses font partie du jeu. Et je sais que forcément, quand on est un investisseur, on voit la baisse, on voit les plus-values qui sont évaporées, on voit les moins-values qui commencent à s'afficher, mais on voit pas tout l'argent qu'on a potentiellement pu gagner avant. Et ça me fait rappeler d'ailleurs l'anecdote que tu nous as racontée en live, Xavier, par rapport à ta femme qui n'avait pas vu du coup la différence. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous êtes investi depuis 10 ans, ou peut-être que vous êtes monté jusqu'à 1000, après vous redescendez à 700, mais quand vous êtes rentré, vous étiez à 100. Donc bon, ça fait partie du jeu. La volatilité est inhérente à l'investissement en actions, et ce qui fait d'ailleurs que c'est l'actif le plus intéressant à long terme. Ok, et du coup, dernière question pour cet épisode. Qu'est-ce qui justifie d'avoir plus de cash que d'habitude, Xavier? Ouais, c'est plutôt pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai pas votre âge, les deux jeunes. Et c'est vrai qu'à un moment, forcément, on va devoir sortir du marché pour utiliser cet argent. Et on s'est habitué à avoir un horizon long terme. Oui, moi, je suis long terme, mais je veux dire, quelqu'un qui va se rapprocher de la retraite et qui a envie tout court d'utiliser cet argent, bah, mine de rien, l'horizon, il va passer de 10 ans à 8, à 7, etc. Et c'est évidemment très logique d'avoir une poche soit de cash, soit au moins d'un actif moins volatile que la bourse, parce que tu ne peux pas attendre le dernier moment pour profiter de ton argent. Donc moi, dès que j'ai besoin d'argent qui doit sortir de la bourse pour aller ailleurs, je passe en cash très rapidement. Par exemple, j'avais déjà raconté, je ne sais plus si c'était sur ce podcast ou pas, mais j'avais un projet immobilier à Bordeaux, et même si le projet ne s'est pas fait, j'ai sorti du cash tout de suite. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie d'avoir un projet immobilier qui foire, parce que la bourse baisse. Donc moi, j'ai sorti la moitié de ce que je voulais mettre en apport en cash. Et ça me paraissait normal parce que c'est pas normal d'avoir un projet entrepreneurial, IMO, peu importe, qui ne marche pas. Si je sais pas, quelqu'un qui veut se marier ou acheter sa résidence principale ou partir à la retraite, ce serait quand même fou que ce projet perso ne puisse pas avoir lieu parce que les marchés baissent. Donc moi, ça peut m'arriver d'avoir plus de cash que d'habitude parce que j'ai un projet annexe. Et c'est vrai que les personnes qui veulent atteindre leur indépendance financière, prendre leur retraite, etc., ça me paraît tout à fait logique de glisser de full bourse à, je sais pas, moitié, 30, 20, au fur et à mesure qu'on approche l'échéance. Ouais, en fait, je pensais, il y a quelques temps, j'ai eu un père de famille qui avait investi en bourse, qui avait pas mal d'argent sur les marchés, et qui me posait la question, je crois, je sais plus, mais le montant, c'est peut-être 50 000 euros pour l'étude de ses enfants. Ok, très bien, il me dit, est-ce que je sors du marché ou pas? Je lui dis, honnêtement, pour les projets de vie, il n'y a rien de pire que se prendre une baisse des marchés et de pas pouvoir payer les études de ses enfants. Je lui ai dit, donc, si cet argent, il sert à payer l'étude de tes enfants, sécure ce cash-là, et tu seras, j'imagine, très content de payer les études de tes enfants, c'est pour ça que tu as investi. Et donc, moi, je suis assez d'accord avec toi, Xavier, concrètement, s'il y a des projets de vie, cet argent, il sert à ça. Donc, il faut surtout pas se dire, je vais faire peut-être 1,2% moins bien que le marché. Voilà. C'est pas, on voit souvent ces graphiques un peu partout qui vous montrent les intérêts composés sur 40 ans, 30 ans, bon, peu importe. Cet argent il est fait pour être utilisé. Donc si vous avez des projets de vie qui vous tiennent à cœur, de l'immobilier pour vos enfants,
pour la retraite, pour être fire, pour partir à 40 ans, parce que vous avez besoin de cash à ce moment-là, sortez-le et profitez de la vie, quoi. Moi, c'est concrètement ce que je retiens du cash. C'est si vous avez besoin d'utiliser cet argent, faites-le, quoi. Les marchés servent à ça aussi. Hein. Ok, j'ai apporté un peu de nuance du coup. Allez. Je suis pas forcément d'accord sur tout, mais enfin, je pense qu'on est d'accord. C'est juste que quelques petites nuances. Alors moi, quand j'ai un projet, au maximum, j'essaye de pas le financer avec l'argent que j'ai sur les marchés. Donc, par exemple, moi j'ai 29 ans. Je suis à un âge où je réfléchis à acheter ma résidence principale. Donc forcément, j'aurais besoin d'un apport. Je suis à un âge où potentiellement, je sais pas, je vais avoir des enfants bientôt. Enfin, ce genre de choses, quoi. Et donc, en fait, je réfléchis en amont à comment je vais financer ça. Et comme la bourse, pour moi, je l'imagine comme sur du long terme, je peux pas me dire, je vais investir de l'argent en bourse que je vais sortir dans 5 ans. Et je sais pas où seront les marchés dans 5 ans. Potentiellement, on va se taper un crack. Trump, il va pas vouloir se barrer du pouvoir. Les marchés vont cracher. Enfin bref. Et donc, j'ai beaucoup de mal avec le fait de sortir de l'argent des marchés. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que, et notamment avec toi, Xavier, c'est que on investit à long terme, on investit sur 40 ans, ok, mais 40 ans à notre âge peut-être, mais à un moment, quand on arrive à 50-60 ans, on n'est plus à 40 ans. Donc comment on fait en fait, comment on fait pour vivre? Et c'est pour ça qu'on revient au début de la discussion, où cash flow is king. Techniquement, si j'investis depuis 40 ans, supposons que j'ai investi des sommes assez conséquentes, je peux espérer avoir un portefeuille important. Et là, après, c'est comment je fais pour avoir du cash flow récurrent pour en vivre. Et un des sujets, c'est sur quoi investir. Est-ce qu'il faut investir sur des actions à dividendes ou est-ce que toi, enfin vous deux d'ailleurs, Xavier et Loris, est-ce que plutôt il faut aller sur d'autres valeurs, typiquement des obligations, de l'immobilier ou autre chose? C'est encore une question que je me pose, Abdallah. J'en suis pas au point de vouloir avoir des cash flows venant de mon... En fait, si, je suis bête de dire ça. C'est que je me suis posé la question au moment où j'ai fire, comme dit Loris, où je suis devenu indépendant financièrement. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'immobilier pour avoir un bon rendement qui me permet de vivre, rendement dans le sens cash flow. Et côté bourse, ça me permet de ne pas avoir besoin de cash flow, donc investissement qualité, réinvestissement des dividendes, je ne regarde pas les dividendes, etc. Donc moi, j'ai choisi l'immobilier plutôt que les actions à dividendes. Pourquoi? Parce que l'immobilier, on peut booster le rendement. Voilà. Et moi, notamment, avec la grande partie location saisonnière, ça me booste mon rendement. Mais après, pour revenir sur le point de ne pas prendre de l'argent en bourse pour faire autre chose, c'est mon erreur, en fait. C'est ça le truc, c'est que quand j'ai eu ce projet en tête, je n'y avais pas pensé un an avant, je ne savais pas du tout que j'allais le faire. Et c'est là, finalement, la décision la plus importante, c'est déjà savoir, avant ce que tu vas faire de ton argent, et ce qui est en bourse, qui soit vraiment pour la bourse et que tu n'aies pas à le retirer comme moi, entre guillemets, bêtement, parce que finalement, tu as changé d'idée et tu veux peut-être acheter un bien immobilier. C'est ça la clé. De ton côté, Loris, alors, pour avoir un beau portefeuille de rendement? Non, déjà, c'est compliqué parce que est-ce que tout le monde investit pour préparer, pour être riche à 60 ans? Moi, je suis pas sûr. En tout cas, je sais que c'est le discours actuel. Il y a des gens qui ont envie pour ce projet-là ou pour autre chose dans 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, vraiment, c'est le sujet, c'est ETF, DCA pour ma retraite à 65 ans. C'est le sujet qui revient le plus souvent. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et par rapport, alors, c'est compliqué. Juste le risque, mais du coup, toi, ok, supposons que la retraite, tu la vas à 40 ans et que tu l'atteins, tant mieux. Mais les marchés en soi, sur, je sais pas, genre t'as 32 ans, tu commences à investir sur les marchés. En 8 ans, tu peux perdre de l'argent sur les marchés. Donc comment tu peux dire j'investis sur les marchés en espérant qu'à 40 ans, je vais le ressortir ou sortir une grande partie? Moi, je te prends pas ce cas-là. Moi, je te prends ce cas-là où t'as commencé à investir, t'as 30 ans, et à 50 ans, par exemple, tu veux payer les études de tes enfants, tu veux te faire un plaisir, un tour du monde d'1 an, prendre une année sabbatique, enfin, chacun fait les projets qu'il veut. Bah, si c'est ton projet de vie, profite de ce cash. De toute façon, normalement, tu l'as nulle part, parce qu'on considère que l'investissement, c'est là où les rendements sont plus intéressants. Donc la personne, généralement, elle a peu de cash. Donc elle va avoir son épargne de précaution. Je vais jamais dire à quelqu'un de taper dans son épargne de précaution. Est-ce que je vais dire à quelqu'un de faire un crédit pour ce projet-là de vie? Non. Mais il y a des gens qui cherchent pas forcément la performance la plus importante dans 40 ans, mais veulent juste profiter de la vie à l'instant T, tu vois. Ça me choque pas plus que ça, personnellement. C'est ça mon point de vue. Mon point de vue, il est différent. Il est de dire, si j'ai un projet de vie qui arrive, je l'anticipe. Tu vois, mais ça, c'est et pour moi, et pour moi, je tape vraiment dans mon portefeuille boursier, c'est si ça se passe mal, en fait.
Si ça se passe Mais mal, si vraiment j'ai pas d'autre solution, là je tape dans mon portefeuille boursier. Mais par exemple, sinon, je vais essayer peut-être d'emprunter à des proches et leur rembourser. Enfin bref, j'ai 30 000 solutions avant de taper dans mon portefeuille boursier, où pour moi vraiment il faut laisser tourner les intérêts composés le plus longtemps possible, et puis après trouver un moyen de générer du cash flow. Moi personnellement, je vais donner mon exemple, hein, mais pour moi quand j'aurai plus de revenus, enfin quand je voudrais vivre des revenus du capital, et ça peut être à tout moment, enfin en fait moi j'investis pas sur des actions à dividendes à proprement parler, mais il y a forcément, enfin Visa par exemple, je n'investis pas dessus pour son dividende, mais si un jour j'ai une énorme position sur Visa, parce que ça fait 30, 40 ans que j'investis dessus, même avoir 1% de rendement, c'est largement suffisant, quoi. Ouais, j'entends. Alors, je suis d'accord avec toi pour maximiser le rendement du portefeuille, la croissance de ton patrimoine. Mais moi, je considère que il y a tellement de choses qui se passent dans la vie qu'on peut pas toujours prévoir tout. Mais je te rejoins pour ce que tu dis, hein, globalement. Et alors, pour le fait de passer, on va dire, FIRE, d'avoir un ETF dividende ou pas, moi je trouve que c'est une excellente chose. Je vois trop souvent des gens qui se concentrent sur le dividende dès le départ. Honnêtement, focalisez-vous sur la croissance de votre portefeuille, notamment avec des ETF capitalisants ou du stock picking avec des actions de qualité. Et ensuite de passer sur des ETF distribuants, pourquoi pas. Après, j'ai envie de dire, voilà, faites là où vous estimez que vous êtes le meilleur. Xavier, il a fait de l'immobilier, pourquoi pas. Il y en a d'autres qui vont faire autre chose. Donc, je suis plutôt pour cette façon de switcher entre capitalisant et distribuant dès qu'on a envie d'avoir un peu de rendement. Après, par contre, je tiens à le dire, il faut un sacré portefeuille hein, pour vivre de ces dividendes. Parce que généralement, un ETF distribuant, ça peut être 2-3%. Si vous avez 1 million, ça vous fait 30 000 euros par an. Est-ce que c'est suffisant? Pas forcément. Donc, moi, je vois souvent des gens qui disent avec 1 million, c'est suffisant. Pas pour tout le monde, en tout cas. Ceux qui ont des enfants, un train de vie assez important, qui habitent sur Paris, c'est plutôt 2-3 millions qu'il faut, hein, entre nous. Mais d'où le fait que, en fait, pendant qu'on investit la phase de capitalisation, il faut maximiser les revenus qu'on peut investir en bourse, enfin en bourse ou ailleurs, enfin qu'on peut investir, effectivement, et maximiser à la fois ça et maximiser en fait, investir sur des actions qui ont plus de potentiel et pas forcément aller à 20 ans aller sur des actions type Coca-Cola qui versent 3-4%. Effectivement, enfin pour moi, ça fait pas beaucoup de sens. Je sais pas si tu veux ajouter toi quelque chose, Xavier, sur ça. Non, c'est hyper personnel en fait, parce que on mélange, il y a beaucoup de notions de risque, tu vois, ton aversion au risque, etc. Mais il faudrait qu'on fasse un épisode sur le côté FIRE hein, aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et notamment le montant. C'est le montant, combien est-ce qu'il faut. Pour moi, en dessous de 700 000, c'est mort. Au-dessus de 700 000 à 1 million, c'est compliqué. Et bien sûr, c'est pas avec un portefeuille boursier. Et au-delà d'1 million, je suis d'accord avec toi, Loris, pour moi, avec un portefeuille boursier, c'est encore trop dangereux. Mais l'IMO, tu peux. Je pense que tu peux commencer à être indépendant financièrement avec 1 million d'IMO, sans crédit, là, je parle, je veux dire, avec le cash flow que tu as. Mais c'est compliqué. Il faut être à l'aise aussi. Hein. Si tu es indépendant financièrement, 100% investi en bourse, et pourtant je suis quand même à l'aise avec la bourse, mais pour moi c'est je me suis pas senti en fait. Eh ben écoute, ça fait un super mot de la fin, Xavier. Je pense qu'on fera très prochainement un épisode sur la partie FIRE, comment vivre de son capital. Mais du coup, je vous propose qu'on s'arrête là pour la gestion du cash. On a pas mal digressé, mais c'était super passionnant. Donc si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la gestion du cash? Et si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles. C'est la meilleure façon pour faire découvrir ce podcast si vous l'appréciez. Et puis Xavier et Loris, on se dit à bientôt. Salut à tous. Salut.